Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. On va parler de l'équipe d'OKC, on va parler du Thunder, qui vient de réaliser une intersaison somme toute intéressante, alors que les marges de manœuvre du general manager Sam Presti étaient pour le moins restreintes et qu'il y avait pas mal d'impératifs à développer. Je vous propose qu'on parle de tout ça. Dans une très rapide vidéo, l'équipe d'OKC qui fait sauter la banque, pour le meilleur ou pour le pire, eh bien, c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. Il y avait deux impératifs à cette équipe d'OKC pour cet été. Le premier, c'était re-signer Paul George, bien entendu. Il avait une année 2018-2019 qui allait tomber en option joueur. Évidemment, Paul George, il a choisi de ne pas activer cette année en option joueur. Pourquoi je vous dis évidemment? Parce que l'idée derrière, c'est re-signer un contrat beaucoup plus juteux avec soit cette équipe d'OKC, soit une autre équipe. Eh bien, le verdict est tombé. OKC re-signe Paul George qui accepte de rester à Oklahoma City, contrat max pour lui, 30 millions référence année 1 sur 4 ans. Et finalement, la première partie de l'été se déroulait pas trop mal pour l'équipe d'OKC. Et puis dans un deuxième temps, il fallait solutionner le cas Carmelo Anthony. Le cas Carmelo Anthony, comme diraient les mauvaises langues, je n'en fais pas partie. Bien entendu. Et oui, pourquoi il fallait solutionner le cas Carmelo Anthony? Parce que Melo, il était un petit peu dans un dispositif similaire à celui de Paul George. Il avait la possibilité de sortir de son contrat avant l'échéance et d'avoir une année 2018-2019 qu'il n'activait pas. Il y avait une Early Termination Option. Mais c'était renoncé à 28 millions de dollars sur 2018-2019. Bref, il était acquis que Carmelo Anthony, il allait bien entendu activer cette année-là, tant elle était chèrement payée, surtout au vu de la saison assez catastrophique qu'il venait de réaliser. C'est évidemment ce qui s'est passé, et dans la foulée, on avait une équipe d'Oklahoma City qui se retrouvait avec Westbrook à 35 millions la saison prochaine, Paul George à 30 millions, Melo à 28 millions, Steven Adams à 25 millions, et puis vous rajoutez derrière Robertson à 10, Grant re-signé à 8, plus tous les joueurs de complément, Patterson à 5, etc. Et vous aviez une équipe d'Oklahoma City qui cumulait 150 millions de dollars de masse salariale, pour un salary cap à 103 millions. Donc on avait pratiquement 50 millions de dollars au-dessus du plafond du salary cap, ce qui allait engendrer 150 millions de dollars de taxes de luxe, ce qui aurait été le record absolu dans l'histoire de la NBA, et ce qui aurait généré 300 millions à débourser pour cette équipe d'OKC, juste pour payer les joueurs. Ça faisait beaucoup, ça faisait évidemment énorme, et ça voulait dire que pour garder Carmelo Anthony à OKC, c'est-à-dire en gros si OKC ne faisait rien avec Carmelo Anthony, l'avoir dans l'effectif, ça représentait 80 millions de dollars. Donc son salaire plus la taxe de luxe que son salaire générait. Ça faisait une facture évidemment beaucoup trop lourde à porter pour le Thunder, et le 2 juillet, je vous disais, partez du principe que OKC a déjà coupé Melo, ou en tout cas que Melo n'est plus un joueur du Thunder, parce que le conserver, ça fait une facture de pratiquement 300 millions de dollars, et que le scénario idéal, c'est on l'échange et on essaye de baisser le salaire global de l'équipe, ou bien s'il n'y a pas le choix, on le coupe, on fait un buy-out ou un limogeage pur et simple, et derrière on provisionne sur 3 années sa dernière année de contrat, et quoi qu'il arrive, on fait baisser la facture. Donc ça, c'était déjà acté. Vous allez me dire, mais finalement, est-ce que Carmelo Anthony, ça valait pas le coup quand même d'essayer de le garder, et puis quitte à payer, on repart à zéro et on retente quelque chose? La problématique de Carmelo Anthony, c'est qu'il sort de sa pire saison en carrière, et que cette saison, ça a été la longue descente aux enfers
déjà amorcé depuis quelques années au Knicks. Ça a été la confirmation de la lente descente aux enfers de Melo. Regardez, en l'espace de 5 ans, son PER, donc sa productivité sur le terrain, elle a été divisée par 2. Son pourcentage au tir décroît lentement et sûrement. Il sort d'une saison à 50% au tir réel, ce qui est très 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 faible, surtout pour un joueur qui est connu pour ses qualités d'attaque. Donc quand vous êtes entre guillemets un scorer only et que vous n'arrivez pas à scorer avec efficacité, vous mettez votre équipe dans une situation compliquée. Et quand on regarde ces stats avancées, ici le box plus minus, donc l'indice d'impact, on est à -4. On est à -4, c'est un indice d'impact de joueur de bout de banc, d'un Ron Baker, même si j'adore Ron Baker, d'un joueur comme ça, qui est limite en train d'essayer de tenir sa place dans la NBA. Donc c'est un indice d'efficacité qui est absolument catastrophique. Si on va du côté de 82 Games, autre site de stats avancés, autre système de calcul d'impact, on a un Melo qui a un impact négatif. Donc quand il était sur le terrain finalement, certes, il apportait un petit peu sur du catch and shoot, sur des capacités à créer son propre tir en isolation. Mais de l'autre côté, c'était tellement peu discipliné et tellement faible en défense que ce que vous gagnez d'un côté, et encore avec une efficacité en attaque, on vient de le voir, relative, eh bien vous l'abandonnez complètement de l'autre, avec une défense qui est relativement inexistante. Et c'est ce qu'on voit ici. Certes, un Melo qui a joué quasi essentiellement power forward, et bien sur ce poste de power forward, il a tourné à 14 de PER, donc productivité indice 14, donc un petit peu en deçà de la moyenne, mais il a accordé à son adversaire power forward juste en face une productivité à plus de 17 de PER. Donc vous avez un déséquilibre qui est forcément défavorable à cette équipe de OKC. Alors vous allez me dire, on attendait Carmelo Anthony aux côtés de Paul George et aux côtés de Westbrook dans un registre de catch and shoot. C'est les deux autres copains créés pour moi, et moi je vais me concentrer sur de la réception tir. Et c'est dans une certaine mesure ce qui s'est passé, parce que la majorité des tirs tentés par Melo la saison passée, c'était des tirs en catch and shoot, en réception tir. Donc ça c'est bien, c'est une évolution par rapport à l'année d'avant du côté des Knicks. En gros 29% du temps aux Knicks c'était du catch and shoot, à 60% au tir réel, et là c'est passé à 42%, sauf que le pourcentage au tir réel sur les catch and shoot, il n'est pas resté à 60, ce qui aurait fait le bonheur total de cette équipe de OKC. Il est tombé à 54%. Il est tombé à 54%. Aux côtés de ces tirs en catch and shoot, vous avez quand même toujours une proportion de tirs en pull-up. C'est les fameuses isolations, c'est le fameux iso-Melo qui n'a pas été gommé de son jeu. C'est resté quand même à une fréquence de 40%, avec un 42% au tir réel sur ces séquences en pull-up. C'est les fameux je dribble, je fais un petit step back à mi-distance et je tente quelque chose. Ça ne rentre pas avec une efficacité suffisante, et derrière ça fait plonger l'efficacité offensive de cette équipe d'OKC. Et pourtant, il a eu des bons tirs, Carmelo. Parce que j'entends, maintenant que les rumeurs de Carmelo Anthony atterrissant aux Rockets commencent à être de plus en plus fondées, je commence à entendre la voix des sages de la basketologie me dire « Ouais, mais Chris Paul et James Harden vont être bien meilleurs dans les capacités de playmaking pour offrir à Melo des paniers clés en main, il va être bien meilleur. » Les paniers clés en main, il les a eus à OKC. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Plus de 50% des tirs de Carmelo la saison passée étaient considérés comme ouverts ou complètement ouverts. C'est-à-dire que le défenseur était à plus d'1m50, plus de 2 mètres. Sur les tirs complètement ouverts, les wide open, il a été à 61% au tir réel. Très bien. C'est ce qu'on attend d'un joueur qui peut sanctionner efficacement à 3 points sur des tirs complètement ouverts, t'es tout seul. Il a été à 42% sur ses tirs à 3 points complètement seul. C'est très bien, c'est ce qu'on attendait de lui, et c'était dans la continuité de ce qu'il faisait la saison passée du côté des Knicks. Il avait beaucoup moins de tirs ouverts du côté des Knicks, on était à un peu plus de 11% de tirs complètement ouverts, mais avec la même efficacité sur le tir à 3 points et sur le tir réel. Donc vous voyez qu'il y a eu une proportion de tirs moins défendus qui a été
offerte à Carmelo Anthony du côté de OKC, parce qu'on était à 40% du côté des Knicks, on est pratiquement à 55% du côté de OKC. Sur les tirs complètement ouverts, ça se passait bien, c'est ce qu'on vient de voir. Par contre, sur les tirs considérés comme ouverts, donc quand le défenseur il n'est pas trop loin, mais il vous laisse pas non plus une autoroute pour tenter votre tir, et bien Melo il en a eu beaucoup, 35%. Et il n'a été qu'à 43% au tir réel, 30% à 3 points, contre 35% la saison passée du côté des Knicks. C'est l'effondrement de l'adresse sur les tirs moitié contesté, moitié pas contesté, eh bien, qui a été fatal à l'adresse de Carmelo Anthony. Et au global, on l'a vu, il reste à 50% au tir réel, c'est trop faible. C'est trop faible pour un joueur qui est la troisième option offensive de l'équipe et qui est là pour apporter de l'efficacité justement en attaque, parce qu'il ne peut pas vraiment faire autre chose. Nous voilons pas la face, et puis on en a parlé, on a encore vu trop à mon goût du iso-Melo. 18% des séquences d'attaque de Carmelo Anthony, c'était de l'isolation avec un indice 58. Ça veut dire que dans la moyenne de la NBA, mais la moyenne c'est pas suffisant. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et quand vous regardez les joueurs, c'est classé par efficacité en points par possession. Quand vous regardez les joueurs qui gravitent autour de Carmelo Anthony à ce niveau-là d'efficacité sur l'isolation, il n'y en a pas beaucoup qui sont à 18% comme lui. Parce que le coach ne laisse pas des joueurs pas en efficacité avoir autant de séquences qu'il transforme en isolation. On a des Joe Ingles, des joueurs comme ça qui ne font que 5-6% du temps. Donc, trop d'isolation a tué l'isolation et a tué l'efficacité offensive de Carmelo Anthony. Et qui t'a payé? Qui t'a payé? Parce que le contrat, la dernière année de contrat de Carmelo Anthony, elle est garantie. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la solution, OKC doit la payer. Qui t'a payé? Est-ce qu'on n'essayerait pas de récupérer une contrepartie un tout petit peu intéressante, histoire de renforcer l'équipe? Eh bien, c'est le chemin qu'on a pris du côté du Thunder, dans une démarche qui est purement pragmatique, et j'ai envie de dire mini coup de génie de Sam Presti dans cette affaire. Parce que moi, je suis Sam Presti, je veux me débarrasser de Carmelo Anthony. Et si j'essayais de trouver une équipe qui est d'accord pour monter un trade et absorber une partie de son salaire? Et là, coup de téléphone, et Atlanta, eh bien, veut aussi se débarrasser d'un joueur, veut aussi se débarrasser de Denis Lamalisse, Dennis Schroeder. À noter qu'on aura Schroeder et Westbrook, la Tortue Ninja, dans la même équipe. Si ça, c'est pas un clin d'œil aux années 80-90, je ne sais pas ce que c'est. Bref, on a Atlanta qui veut se débarrasser de Dennis Schroeder, et on a Atlanta qui peut absorber la différence de salaire. Parce que Schroeder est payé dans les 15 millions, Anthony dans les 28, il y a une différence de salaire. Pour que ça passe, il faut qu'Atlanta ait du cap pour absorber le différentiel. Eh bien, il se trouve que ça passe. Opération recyclage de déchets toxiques vers l'usine de retraitement de Atlanta. Au passage, on glisse un petit tour de draft. C'est toujours comme ça que ça se passe. Demandez aux Nets, on en a parlé dans une vidéo précédente. Et Atlanta récupère Anthony, le coupe dans la foulée, il ira signer aux Rockets. Et Atlanta se débarrasse de Dennis Schroeder, qui n'était plus en odeur de sainteté en Géorgie. Et dans la foulée, eh bien, Melo pour Schroeder, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a d'autres joueurs impliqués, mais en gros, pour résumer, Melo pour Schroeder, c'est au total 73 millions de dollars d'économie pour OKC, le différentiel de salaire et la diminution de taxes de luxe que ça va impliquer. Et on a une équipe de OKC qui voit sa taxe de luxe qui était pratiquement à 150 millions passer à 90 millions. Un petit peu en deçà de la taxe de luxe des Nets de 2013, donc on ne sera pas dans une taxe de luxe record pour cette équipe d'OKC, mais on fait une économie formidable et on récupère un joueur tout à fait correct, et on se dit qu'au lieu d'avoir 10 millions de dead cap sur 3 ans, si on avait dû proposer un buyout à Carmelo Anthony, c'est-à-dire qu'on lui achète sa dernière année, on fait une rupture conventionnelle, on lui achète sa dernière année, et lui, il est libre de signer où il veut, et cette dernière année, pour pas qu'elle pèse trop dans le salary cap, on la provisionne sur 3 ans, ça faisait 10 millions en gros par an, quitte à avoir 10 millions par an en dead cap dans nos finances, autant débourser 5 millions de plus, et on a un joueur qui est tout à fait correct, et qui peut également servir de monnaie d'échange pour plus tard.
Pragmatisme total, et c'est vrai que sur le plan business, c'est un choix qui est tout à fait pertinent et qui est tout à fait cohérent. Alors attention, ça ne sort absolument pas OKC de la torpeur et de la non-flexibilité totale dans laquelle est plongée l'équipe. Parce que on a jusqu'en 2020 Westbrook, George, Adams et Schroeder qui à eux quatre engloutissent toute la masse salariale disponible théorique de l'équipe. Donc ça ne assainit absolument pas les finances, ce trade, mais ça permet, quitte à devoir payer quelque chose, eh bien d'avoir un joueur qui est tout à fait correct en contrepartie, mais quoi qu'il arrive, OKC est dans une séquence, s'il n'y a pas de trade qui se monte, où pendant 2-3 ans, l'équipe n'a aucune flexibilité salariale et elle va payer une taxe de luxe record. Ayez bien ça en tête si vous êtes fan de l'équipe. Cohérence business, on l'a vu, parce que c'est vrai que sur le plan business qu'a fait OKC, c'était pas déconnant du tout. Ils ont réussi à être au moins aussi forts et à payer beaucoup moins, donc ça c'est top. Mais après, quid du choix sportif de la récupération de Schroeder. Schroeder, c'est un Westbrook light. C'est quand vous êtes dans le magasin, vous avez à l'épicerie, vous savez, vous avez les petits écoliers qui sont bien à hauteur de vue, et puis juste en dessous, vous avez la marque de distributeur, c'est les petits étudiants, c'est le même packaging, c'est quasiment les mêmes visuels, c'est pratiquement le même nom, ça a le même goût, mais vous le payez moins cher, et c'est la marque de distributeur qui est un copier-coller de la version d'origine. Et bien Dennis Schroeder, c'est exactement ça avec Russell Westbrook. On a un joueur qui est un meneur slasher, qui est plus un attaquant finisseur qu'un créateur. On a un joueur qui ne tire pas à 3 points, 29% à 3 points pour Schroeder la saison passée, avec quand même 4 tirs tentés par match. Ça, je ne comprendrai jamais comment, en tant que coach, vous pouvez laisser votre joueur qui a 29% tenter 4 tirs. C'est exactement pareil avec Westbrook et il en tente encore plus. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on a un joueur qui n'est pas du tout un tireur à 3 points. Donc, on a un joueur qui n'existe pas dans les catch and shoot, dans les renversements sans ballon. On a par contre un joueur qui a d'excellentes qualités de finition dès lors qu'il va se rapprocher du cercle. Et on a un Schroeder qui, en intelligence, parce qu'il le fait bien, va attaquer le cercle et va tenter de finir fort à plus de 40% de fréquence et à un peu plus de 60% au tir réel. Et puis, à côté de ça, on a un Schroeder qui essaye d'exister un petit peu dans le pull-up. Donc, c'est les petits décalages sur les sorties d'écran, les petites séquences sur sortie de dribble, où je vais tenter un tir à mi-distance et un petit peu à 3 points, ça je suis pas fan. Donc, on a un profil de Schroeder qui est vraiment, en étant un petit peu moins grand, un petit peu plus léger, quasiment le même que Westbrook. Si on compare, regardez, c'est assez intéressant. On a 16, 44, 38. Westbrook, c'est 6, 50, 41 dans les fréquences. Et on a du 50, 40, 60. Là où Schroeder, c'est du 40, 50, 60. En gros, c'est plus ou moins les mêmes ratios. Et puis si on rentre un petit peu dans le détail de ce que ces deux meneurs font dans leur jeu d'attaque, principalement évidemment de l'isolation, et Schroeder, ça c'est à noter, c'est très intéressant, c'est un joueur qui est excellent en isolation, il a un indice 90, ça veut dire qu'il est meilleur que 90% des joueurs NBA quand il fait de l'isolation, avec un 1,09 en points par possession. Donc on a de l'efficacité quand il s'agit de jouer le 1 contre 1 et d'aller finir fort en dessous. On a la même volonté de jouer en isolation du côté de Westbrook, mais avec une efficacité qui est 2 fois moins élevée. On est en indice 40, donc là ça pique un petit peu plus les yeux. 0,82 points par possession quand Westbrook fait de l'ISO, c'est pas top. C'est pas top. Donc si du côté d'OKC on peut enlever un peu d'ISO à Westbrook pour la donner à Schroeder, ça pourra, pourquoi pas, bien se passer. Et puis OKC égale équipe de pick and roll, c'est high pick and roll, high pick and roll, high pick and roll. Eh bien, on a un joueur du côté de Schroeder sur le pick and roll qui est aussi tout à fait correct. C'est-à-dire que c'est lui le porteur de balle et c'est lui qui va finir la séquence. Et il l'a fait souvent du côté d'ATL à hauteur de 50% en indice 70. Donc, belle efficacité de Schroeder sur le pick and roll et sur l'isolation. Par contre, attention, ayez bien en tête que
ces séquences où vous êtes considéré sur le pick and roll et l'isolation comme faisant partie de l'élite de la NBA, c'est des séquences qui vous ramènent 0,90 points par possession. C'est pas beaucoup. Donc certes, vous le faites très bien, mais fondamentalement, c'est pas un rendement offensif qui est très 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 élevé. Il faut aussi l'avoir en tête. On est dans des niveaux à peu près identiques avec Westbrook sur le pick and roll. Alors l'arrivée de Schroeder, c'est un choix intéressant. C'est un choix intéressant parce que vous avez un backup meneur qui a de très belles qualités de finition en attaque, mais après quid de la complémentarité. Les séquences où on va avoir Westbrook et Schroeder ensemble sur le terrain, certes, ils vont pouvoir tour à tour faire de l'isolation, ça va se passer pas trop mal. Certes, ils vont pouvoir tour à tour faire du pick and roll, ça va se passer pas trop mal, mais pendant que l'un le fera, l'autre sera en train de le regarder. Parce que si j'ai une séquence de pick and roll côté droit du terrain avec Westbrook, j'ai Schroeder qui est côté gauche, la défense va se focaliser sur Westbrook, je ressors sur Schroeder, il est tout seul à 3 points en catch and shoot, qu'est-ce qu'il fait? Il tente le 3 points, il est à 30%. Donc la défense fera l'impasse sur lui. Et l'inverse est également vrai. Séquence de pick and roll côté Schroeder, la défense se focalise sur lui, je renverse sur Westbrook, il est tout seul à 3 points, il est à 30% à 3 points, la défense fera l'impasse sur lui. Donc, au niveau de la complémentarité, la capacité à jouer ensemble ne paraît pas forcément évidente. Là où ça pourrait paraître évidente, c'est dans des séquences où il y a beaucoup de mouvements sans ballon, beaucoup de backdoor, un backdoor de Westbrook, Schroeder le lance pour le alley-oop, ou une séquence en sortie d'écran pour Westbrook sur un curl, il déborde et il vient finir en lay-up. Mais c'est des séquences qui n'existent pas dans le jeu d'OKC. Malheureusement, ça serait terrible si elles existaient. Peut-être qu'elles vont être construites durant l'intersaison par coach Donovan qui a été confirmé, mais au vu de ce qu'on a vu de OKC sur les saisons passées, c'est des séquences qui existaient assez peu. Donc la projection sur la capacité à jouer ensemble est encore à démontrer, et puis la grosse problématique de Schroeder, c'est que ça n'est pas un défenseur. C'est malheureusement un joueur qui a un petit gabarit, donc qui est très souvent dominé physiquement par ses adversaires directs. OKC aime changer sur les écrans, on va avoir des Schroeder qui se retrouvent sur des Kevin Durant. Je vous le donne en mille, ça va être un massacre. Donc ça va poser aussi un problème, parce que ce qui marche très très bien du côté de OKC, c'est Westbrook entouré de Pitbull, entouré de Adams, de Grant, de Robertson, et c'est comme ça que l'équipe s'en sortait assez bien. Une nouvelle fois, quand vous aurez Westbrook et potentiellement Schroeder ensemble sur le terrain, il y aura un maillon faible défensif. Westbrook défend pas trop mal quand il veut, mais très souvent il ne veut pas, ou en tout cas il n'est pas assez discipliné, et il laisse des intervalles comme ça en n'étant pas assez réactif dans les pré-rotations, etc. C'est pas Schroeder qui les compensera. Alors vous me direz, le scénario qui colle bien, c'est Westbrook souffle un petit peu, et là on a Schroeder qui arrive, et qui pendant les temps où Westbrook est sur le terrain, est un peu charbonné, peut apporter. Mais ça va représenter 10-12 minutes, et Schroeder... OKC a intérêt à l'utiliser un petit peu plus que 10-12 minutes, sinon eh bien, ça serait sous-utiliser un joueur qui peut vous apporter plus. Donc il y a une problématique à solutionner là-dessus, on verra comment coach Donovan prend la main sur cette affaire. Et puis aux côtés de ça, on a du côté d'OKC peut-être réalisé l'affaire du siècle avec un Nerlens Noel qu'on a recruté au salaire minimum pour un an. Un Nerlens Noel qui vient en se basant sur la saison 2016-2017 et pas sur la saison passée où il a très peu joué, il a été blessé, ça a été une saison de cauchemar. Partons du principe que OKC récupère un Nerlens Noel en pleine forme qui va contribuer à hauteur de ce qu'il a montré il y a 2 ans. Eh bien, on récupère un joueur qui est à 70% de réussite dès lors qu'il est tout près du cercle. Donc on a un joueur qui a de très bonnes capacités de finition tout près du panier. On a un joueur qui, dans le pick and roll, dès lors que c'est lui le poseur de l'écran, qui l'ouvre au panier, qui récupère une passe, qui a une efficacité qui est tout à fait correcte, avec un percentile de 70 et du 1,10 points par possession, rendement très 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 élevé. Et on a un joueur qui peut apporter du rebond. Que demander de plus aux côtés de Westbrook? Un joueur qui va poser des écrans, ouvrir, finir fort près du cercle, finir sur des alley-oops, et à côté de ça, prendre des rebonds offensifs ou des rebonds défensifs. OKC n'a rien besoin de plus de la part d'un de ses intérieurs. Et
OKC a traditionnellement toujours été une très bonne équipe de rebond. En 2017, meilleure équipe de la ligue au rebond offensif, troisième meilleure équipe de la NBA au rebond défensif. La saison passée, on est resté la meilleure équipe au rebond offensif. Merci Adams, merci Westbrook, merci Jeremy Grant, etc. Par contre, on a glissé à la 16e place au rebond défensif. C'est bien de recruter Carmelo Anthony, de le faire jouer power forward, on a un stretch force, c'est génial. Sauf que derrière, on a un Melo qui bloque pas au rebond, qui campe au-delà de la ligne à 3 points. Résultat, au rebond défensif, eh bien, on a une équipe d'OKC qui a plongé. Et quand vous prenez pas les rebonds défensifs, ça veut dire que l'adversaire prend les rebonds offensifs et que vous laissez à votre adversaire direct une deuxième opportunité de scorer en attaque et votre efficacité défensive, elle diminue. Donc Noël, avec ses capacités de rebond, vient gommer cette problématique et accessoirement, vous avez aussi un intérieur un petit peu défenseur, un petit peu stopper pour aller compenser les séquences où Westbrook qui fera un peu n'importe quoi. Je vous le donne en mille, c'est un scoop, breaking news, il y en aura. Et c'est ce que vous voyez ici au rebond. On a un Noël qui est un défenseur, un rebondeur somme toute correct, avec une très bonne capacité à aller arracher des rebonds contestés. C'est la monnaie courante de plein d'intérieurs en NBA. Donc le tour de force de cette équipe d'OKC, c'est que finalement, ils ont réussi à être dans une situation où ils vont dépenser moins d'argent pour avoir au final un effectif renforcé par rapport à la configuration du début de l'intersaison, et ça j'ai envie de dire c'est bien joué. Et j'ai envie de dire c'est bien joué, ça manque peut-être un tout petit peu à mon goût de capacité à sanctionner à 3 points, parce que Schroeder, Westbrook, Robertson, qui vont principalement se relayer sur les postes 1 et 2, ne sont pas vraiment des tireurs à 3 points, c'est pas le scoop de l'année. Ça veut dire que Paul George et Patterson vont se retrouver, et dans une certaine mesure Felton vont se retrouver avec beaucoup plus de séquences où ils vont avoir des renversements pour eux et sanctionner à 3 points, mais moins vous avez de danger en attaque, plus vous êtes entre guillemets prenable en défense. Donc voyons si OKC fait encore quelques petits ajustements avant le début de la saison, mais quoi qu'il arrive, l'OP de l'été de Sam Presti était vraiment bien joué, parce que on a très bien rebondi après la saison très décevante de 2017. 2018, ce qui est aussi rigolo, c'est que dans une certaine mesure, on retrouve la config de 2012-2013 avec, certes ça n'a rien à voir, mais on peut faire ces assimilations avec un Paul George qui reprend un peu la place de Kevin Durant, avec un Schroeder qui reprend un peu la place de Reggie Jackson, avec un Jeremy Grant qui reprend un peu la place de Ibaka, et un Noël, même si ça n'a absolument rien à voir, mais qui peut reprendre un petit peu le rôle d'un counter. Donc on a finalement une équipe d'OKC qui, en l'espace de 3-4 saisons, a fait un revirement de situation à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on change quasiment tout et on se retrouve dans la même situation qu'il y a 3-4 ans. Mais tant mieux, parce que ça marchait pas trop mal comme ça à l'époque. Et puis la très bonne nouvelle pour OKC, c'est que moins de Melo égale plus de Grant, plus de Nerlens Noel, égale défense améliorée. Défense améliorée égale plus de jeux lancés en transition, parce que j'arrache un stop défensif, je force des pertes de balles, je lance des contre-attaques, et ça c'est une très bonne nouvelle pour OKC, parce que c'était déjà la saison passée l'équipe qui tentait le plus de possession en moins de 2 secondes, donc c'est vraiment les contre-attaques éclairs avec un 3 points ou un lay-up. Et puis c'était aussi une des équipes qui tentait le plus de séquences, alors qu'il restait encore jusqu'à 18 secondes sur l'horloge des 24 secondes. Et toutes ces séquences de jeu très rapides, c'est des séquences à 62% au tir réel, même si OKC n'est pas une équipe efficace en transition, parce que ça part des fois dans tous les sens avec Westbrook, parce qu'il y a des pertes de balles. Quand ça passe, eh bien, ça vous apporte 62% de réussite au tir réel. Donc dès qu'on veut jouer vite côté OKC, même s'il y a du déchet, on va chercher de l'efficacité offensive. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que plus de jeux rapides égale moins de séquences mi-terrain, moins de séquences où on fait de l'isolation, où la balle circule pas et où ça finit en hero ball. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que quand on regarde les séquences d'attaque où OKC
a été utilisé l'horloge de manière moyenne, hein, c'est-à-dire qu'on a placé une attaque mi-terrain, eh bien, on a la plus faible fréquence de la NBA, donc c'est quelque chose que OKC n'aimait pas faire, et on a un pourcentage qui est à 54% au tir réel, donc qui est en deçà de la moyenne NBA. La guerre des tranchées mi-terrain, c'est pas le jeu d'OKC. Quand ils tombent là-dedans, la défense a déjà gagné parce que c'est pas ce qui fait la force de cette équipe d'OKC. Et dès lors que on défend très bien et qu'on force l'équipe du Thunder à aller tenter un tir en fin de possession, là c'est la catastrophe. On a le plus faible pourcentage de réussite de toute la NBA. Donc, si ça joue vite parce que ça défend bien, eh bien par effet domino, l'attaque d'OKC sera boostée et cette attaque d'OKC, elle a besoin d'être boostée, elle a besoin de sortir de la guerre de tranchées mi-terrain parce que c'est comme ça qu'elle excelle et c'est comme ça que les Westbrook, les Schroeder, les Paul George, les Adams qui flashent en transition, les Noel qui flashent en transition, c'est là qu'ils vont s'éclater le plus. Parce que tactiquement et stratégiquement, il y a, si on se base sur ce qu'on a vu sur les saisons passées, il n'y a pas assez de jeu collectif mi-terrain pour que OKC s'en sorte sur des séquences placées. Pour moi, en résumé, on va voir en 2018-2019 ce qu'on aurait dû voir en 2017-2018 si le trade de Carmelo Anthony n'avait pas eu lieu, si Kanter était resté un joueur d'OKC. Donc une année de perdu. En tout cas, je suis convaincu que cette équipe d'Oklahoma City attaque la saison prochaine en étant renforcée et va réaliser une bien meilleure saison que la saison qu'ils viennent de conclure, tout simplement parce qu'ils vont être bien meilleurs en défense. Et l'ADN d'OKC dans les années de gloire, c'était avant tout un ADN défensif. C'était grâce à la bonne défense qu'on arrivait finalement à faire de bonnes choses en attaque parce qu'on dominait au rebond, parce qu'on avait une équipe de pitbull et là on va la voir. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Schroeder peut encore être utilisé comme monnaie d'échange à la mi-saison pour assainir un peu plus les finances ou renforcer de manière peut-être un petit peu plus pertinente l'équipe. Donc on a cette flexibilité là et je ne serais pas surpris, je ne dis pas que ça va arriver, mais je ne serais absolument pas surpris de voir cette équipe d'OKC refiler Melo aux Rockets indirectement et de voir les Rockets refiler leur bilan à l'issue de la saison et leur parcours en play-off à cette équipe de OKC parce qu'à contrario les Rockets ont fait une intersaison que je qualifierais de peu pertinente. Où eux ils vont dépenser plus que la saison passée et sans doute faire moins bien, ce qui est un paradoxe. On suivra ça de très près. Merci de votre fidélité, cette équipe d'OKC reprend un peu du poil de la bête. C'est une bonne nouvelle, on le savait, la conférence Ouest allait être un bain de sang plus que jamais. Ça se confirme. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.